Je voulais vraiment vous remercier pour déjà l'accueil que vous m'avez accordé aujourd'hui, puis pour cette remise de bourse et l'intérêt que vous avez pu porter aussi à mon travail, parce que vu l'exercice qu'est la thèse, où c'est quand même quelque chose, même si on est bien entouré, ça reste très solitaire et des fois on est un peu le nez dans le guidon. Alors oui, on trouve ça intéressant parce que sinon on ferait pas un doctorat, mais voir que ça peut intéresser vraiment d'autres personnes aussi, qui sont pas que les gens avec qui on travaille. Eh ben ça fait du bien au moral tout simplement, donc je voulais vraiment vous remercier pour ça aussi et vous présenter un petit peu du coup sur quoi j'ai travaillé. Et donc la vidéo que je voulais vous montrer, c'est une vidéo que j'ai tournée en 2020 lors du festival qui s'appelle le Festival du Temple de Ontienne, qui est un des temples principaux en fait de la ville de Hue, en lien avec le culte sur lequel je travaille. On pouvait voir un ensemble de bateaux arriver, s'amarrer en fait au niveau du temple, avec des gens qui sortaient de ces bateaux, habillés. Alors, vous les verrez après, sinon ça, ça va vous spoiler le reste de la présentation, mais qui du coup était vraiment représentatif de moi, ce qui m'a donné envie de travailler dans le centre Vietnam. Parce que le culte sur lequel je travaille, c'est vrai que c'est un culte qui a été très étudié dans le nord du pays. Et en fait, ce festival et cette vidéo-là regroupaient vraiment toutes les choses qui m'intéressaient sur le centre Vietnam. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça, de l'importance, parce que c'est quelque chose pour les gens qui travaillent sur le Vietnam, c'est un peu, voilà, travailler au nord, travailler au sud, c'est la norme. Travailler dans le centre du pays en tant qu'ethnologue, c'est pas si commun que ça, et ça a des implications que moi j'ai réalisées en fait assez tard. Et ça a complètement aussi changé mon travail de thèse. Et ma thèse, bah ça c'est le terrain. Le terrain vous forme et vous transforme. C'est ce terrain-là qui a permis en fait de vraiment me concentrer sur le centre du Vietnam et plus spécifiquement sur la ville de Hue, qui est donc située au centre du Vietnam. Donc pour commencer, au niveau de ma méthodologie, j'ai passé dans le cadre de ma thèse 3 séjours au Vietnam en 2020 pour le premier, où je suis restée de début février jusqu'à fin juin. Ouais, c'est ça. Comme vous l'imaginez, début février, tout allait bien encore au Vietnam. Puis après, le pays s'est fermé. J'ai pu faire du terrain en fait de manière complètement illégale, parce que normalement au Vietnam, ça reste quand même un pays très autoritaire. Il nous faut des autorisations de terrain. Bon, dans les grandes villes, ça peut passer si on n'a pas ces documents-là. Dès qu'on part un peu à la campagne, qu'on part, voilà, dans Hue, qui reste quand même une ville de campagne, on passe pas inaperçu. Donc ça a été assez compliqué. Comme Madame Béran l'a dit, j'ai quand même pu avoir accès à des choses auxquelles j'aurais pas du tout eu accès si j'avais pas été sur place, et qui ont été assez intéressantes pour moi. J'ai pu produire un article voilà sur ces questions de Covid, etc. Mais c'était pas le cœur de ma thèse. Donc je suis rentrée en France en 2020 avec, c'est vrai, l'espoir de repartir en 2021. Ça n'a pas été possible parce que les régulations pour accéder au Vietnam, c'était très strict. C'était 3 semaines de quarantaine à l'arrivée dans des hôtels où il fallait payer 1500 € la semaine. Donc vraiment des choses inenvisageables. Et de toute manière, les gens avaient peur. Ils voulaient pas nous rencontrer, ce qui peut tout à fait s'entendre, parce qu'il y avait une explosion de cas de Covid en Europe, là où le Vietnam a connu ses premiers morts en juillet 2021. Officiellement, mais ça reste quand même, on n'était pas du tout, moi quand j'étais en 2020, on vivait tout à fait normalement. Outre ne pas avoir les autorisations de terrain. Et donc j'ai pu finalement y retourner en 2022. Initialement, j'étais censée partir en janvier, mais toujours ces problèmes de visa qui ont mis un petit peu de temps, donc j'ai pu y aller début mi-avril, et je suis revenue en décembre 2022. Et j'ai pu repartir une dernière fois, donc en 2023, où je suis revenue du coup là assez récemment, finalement mi-août 2023, qui est voilà mon dernier terrain. Enfin voilà pour l'instant. Après, je serai toujours amenée à y retourner évidemment. Donc évidemment, il y a eu observation participante, entretien formel et discussion informelle avec les gens avec qui j'ai travaillé, et aussi une grosse partie d'ethnographie en ligne, parce que c'est un culte qui se donne beaucoup à voir sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, Twitter un petit peu moins, YouTube beaucoup. Donc il y a aussi un ensemble de données qui, je pense, est très important à prendre en compte, parce que ça dit quelque chose de la société en fait actuelle vietnamienne. Moi, la première fois que je suis arrivée dans des cérémonies de possession, que je voyais des gens filmer avec les téléphones presque le nez devant les gens qui pratiquaient, je trouvais ça très étrange. Mais c'est une norme qui en dit beaucoup aussi à la relation aux esprits, etc. Donc il y a une grosse partie de mon travail qui était sur ça. Moi, je veux pas trop vous parler de ça aujourd'hui, mais on pourra en discuter de manière un peu plus informelle.
Donc le culte sur lequel je travaille s'appelle en français, donc on va souvent le trouver traduit par culte des 4 palais. C'est le nom sur les recherches menées au nord du pays, c'est ce qui revient le plus. Sachant qu'en fait, dans le centre du Vietnam, ils vont plutôt utiliser la terminologie de Ting Tomo, qui est culte des mers, qui est vraiment le culte des 4 palais. Ça revient pas, c'est pas quelque chose d'assez commun dans le centre du pays. Et la religion des mers, qui est un terme en fait qui est arrivé grâce à un ethnologue vietnamien qui a énormément travaillé donc sur ce culte-là au nord du pays, et qui est un peu le terme scientifique qu'on va retrouver beaucoup dans les articles vietnamiens, français un petit peu, mais qui est finalement un terme très peu utilisé sur le terrain par les adeptes de ce culte-là. Donc c'est un culte de possession qui est devenu patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2016. Donc en décembre 2016, moi je commence ma recherche en 2016-2017 quoi, en M1. Donc ça coïncidait vraiment avec mon entrée dans le monde petit. Enfin, en master, on est encore très loin de ce qu'on peut faire en thèse, mais c'était la petite porte et donc ça a continué à partir de ça. Et je me suis posé la question de bon. Ce culte-là, il a été énormément étudié au nord du pays, par les chercheurs occidentaux et par les chercheurs vietnamiens aussi. Alors, si j'ai envie de faire une thèse, qu'est-ce qui peut être intéressant de faire? Et j'ai trouvé en fait que c'était quelque chose qui existait aussi dans le centre du pays. Et à cette époque-là, j'avais trouvé aucun article dessus. Donc bon, je continue ma recherche. Je vais vous présenter un petit peu aussi quand même rapidement ce qu'est le culte pour que ce soit un peu plus clair. Mais donc c'est un culte c'est un culte de relation à certains esprits ces esprits-là sont censés vivre dans des palais. Il y a 4 palais. On va retrouver le palais de la terre, le palais du ciel, le palais des eaux et le palais des monts et des forêts. Ces esprits-là, ils sont classés de manière hiérarchique. Tout en haut, on va retrouver les saintes mères, d'où le nom du culte, qui gouvernent ces palais et qui ont sous leurs ordres différents types d'esprits. Ça va des mandarins, en passant aux dames, en passant aux princes, en passant aux demoiselles, et ce qu'on a traduit en français par petits princes, qui sont pour la plupart en fait des gens qui sont censés vraiment avoir vécu au Vietnam, des héros nationaux, qui sont en fait devenus des divinités. Quelques-uns de ces esprits sont quand même des esprits purs, si je puis dire, qui viennent du ciel et qui seraient par contre descendus sur terre après pour faire des effets bénéfiques pour le pays. Et donc ces esprits qui vivent dans ces palais, on va leur rendre un culte au quotidien. Et ça, c'est assez important. Il y a beaucoup de rituels en fait sans possession, et c'est quelque chose dont on parle moins, alors qu'en fait ça existe. C'est-à-dire que les adeptes de ce culte-là, à certaines occasions, en fonction du calendrier lunaire principalement, vont faire des cérémonies, vont dire l'équivalent de prière, mais sans la possession directe. C'est-à-dire que ce culte-là, c'est pas que un rituel de possession. Et je pense que c'est vraiment important de le mettre en avant, parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver, par exemple, dans l'inscription de l'UNESCO. On va nous dire que c'est un culte de possession uniquement. Et on va mettre en avant que les formes des danses, que les formes des musiques, etc. Mais c'est pas que ça. Donc il faut vraiment l'étudier dans sa globalité. Et donc c'est vraiment un rituel qui esthétiquement est très développé. Il stimule tous les sens. Je crois que là il y a une photo. Voilà, il va y avoir des papiers votifs qui vont être mis à brûler, des offrandes. C'est pour ça que ça a été en fait inscrit à l'UNESCO, parce que c'est tout le côté esthétique en fait qui a séduit le comité, les chants uniques, les danses qui peuvent durer des heures, etc. Ce qui évidemment séduit, voilà, donc ça c'est la définition donnée par l'UNESCO. Ce qui séduit évidemment le grand public entre guillemets, c'est quand même ce rituel de possession qui est je dirais pas qu'il est si impressionnant, il est long, ça peut durer entre 8 à 10 heures, mais c'est quelque chose d'assez calme. C'est vrai que dans l'imagination commune, au rituel de possession, on pourrait imaginer des choses un peu violentes, alors que finalement là c'est des gens qui vont danser pendant certes des heures avec des facsimilés d'armes, avec des éventails en fonction de ce que l'esprit en présence a besoin, mais c'est assez répétitif quoi. Quand on a vu un rituel, on a presque vu les 10 autres quoi. Donc c'est intéressant de voir pourquoi ça marque autant les gens, qu'est-ce qui marche en fait là-dedans.
alors que c'est pas non plus spectaculaire. Donc c'est vraiment la relation aux esprits. Est-ce que les personnes qui suivent ce culte mettent en relation avec ces esprits? Est-ce que ces esprits-là peuvent leur apporter dans la vie quotidienne? Donc chaque esprit, donc oui, possède un costume propre. Ça reste quand même assez très prenant avec la musique. Et ce qu'il faut savoir, en fait, en lien par rapport à ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que l'enquête de l'UNESCO, elle a été menée uniquement dans le nord du pays. Et en fait, quand on lit, cette définition-là, donc bah voilà, on voit que on nous parle déjà des déesses des trois mondes, alors bon, qu'il y a 4 palais, donc ça interroge. On nous parle de Liu Han, qui est une des déesses principales au nord du Vietnam, mais qui est pas si importante partout. Et c'est vraiment cette forme du nord du pays. Donc, c'est des données qu'on peut trouver en lisant les travaux qui se concentrent sur le Nord. Et il y a vraiment 4 articles en fait majeurs à lire pour comprendre ce qui se passe au centre du pays, qui est un de Didier Bertrand publié en 96 et 3 articles de Cheng Van Tuan qui sont publiés entre 66 et 68. Et tous ont mené, enfin, Didier Bertrand a mené un terrain donc dans les années 90. Il écrit ce très bon article qui, malheureusement, premiers éléments d'une recherche, on pourrait s'attendre à une suite. Eh ben, on n'a pas de suite sur cet article. Donc, il nous montre qu'il y a des formes de ce culte qui existent dans le centre du pays. Mais ça reste un article d'une vingtaine de pages, assez bref, et qui date des années 90. On a les 3 articles de Cheng Van Tuan qui sont très intéressants aussi parce qu'il fait vraiment une ethnographie très fine, en fait, de ce qui se passe. En pleine guerre, 68, c'est une date assez importante au Vietnam parce que je ne sais pas si vous êtes familier avec l'offensive du Tet, qui était un moment où en gros les troupes nord-vietnamiennes sont descendues pendant le nouvel an lunaire et qui était un peu la période normalement où il n'y avait pas de guerre et ont vraiment commis des massacres assez importants. Donc lui, il n'a pas pu évidemment retourner sur ce terrain à Hue spécifiquement, qui a été un des lieux des massacres. Donc on a ces 4 articles-là qui sont vraiment intéressants. Moi, je me dis, ok, donc je sais que ça existe, je sais qu'il y a des formes qui varient parce qu'ils les décrivent, mais est-ce que ça existe encore? Qu'est-ce que je peux en faire au niveau de la recherche? Est-ce que ça n'a pas tout simplement disparu en fait, parce que depuis 90, 2020, il y a quand même des choses qui se sont passées. Bon, donc moi je pars dans le centre du Vietnam avec cette optique-là. Et du coup, je me pose aussi la question de qu'elles sont ces spécificités du centre Vietnam. Parce que après avoir travaillé dans le Nord, après être allé à Nam Dinh, je me rends bien compte que il faut parler de ça en fait. C'est vraiment le cœur du problème et de ce qui se passe au Vietnam à l'heure actuelle, au niveau même au-delà de cette loupe patrimoniale et de la loupe de ce culte-là. Donc la ville de Hue, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'ancienne capitale impériale où ont vécu les empereurs vietnamiens Nguyen jusqu'à en fait la fin de la guerre et l'accession au pouvoir des communistes, et qui a quand même il y a une ambiance à Hue. Quand on est à Hue, on sait qu'on est à Hue, qu'on n'est pas ailleurs au Vietnam. Il y a une espèce les gens qui y vivent, moi, tous les gens avec qui j'ai pu discuter se réclament de cette ville-là. Ils sont pas de Hanoï, ils sont pas de Saigon, il y a une espèce de fierté et une volonté de transmettre une culture et de la protéger, en fait, qui serait en train de disparaître. Bon, ça, après, ça, c'est des débats plus difficiles, mais on sent qu'on est ici. Et donc, ce qui est en plus très intéressant et que Cheng Van Tuan met en avant dans ses articles, c'est que dans le culte, le cadre du culte des mers, à Hue, il y aurait une association qui gère tous ces médiums, qui gère les rituels de possession, quelque chose qui existe absolument pas dans le centre du Vietnam, dans le nord du Vietnam, pardon. Donc moi j'arrive, j'ai beaucoup de chance, c'est le terrain. Je rencontre tout de suite en fait le président actuel de cette association qui existe toujours et qui est en fait organisée hiérarchiquement. On a un président, un vice-président, une secrétaire, un trésorier, quelqu'un qui va gérer les relations à l'organisation du festival, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une organisation unique au Vietnam. Qui s'appelle l'association du culte des mères de la province de Toa Tien Hue, donc qui est la province dans laquelle j'ai travaillé. Cette association de médiums, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que en fait, elle collabore avec une deuxième association, qui est une association qui est vraiment en lien avec l'organisation précisément du festival que je voulais vous montrer en vidéo.
et qui, en fait, on se retrouve avec deux associations qui sont censées se donner des autorisations et tout. Sauf en fait, on se rend compte que les deux associations, c'est exactement le même président, c'est exactement le même vice-président, donc ils s'autosignent des papiers. C'est très vietnamien. Mais ce qu'il y a, c'est que la deuxième est sous tutelle de l'État. Donc on a quand même une influence de l'État communiste dans une gestion d'un culte qui a quand même été interdit pendant presque 50 ans, qui donne un droit de regard. Donc on peut se poser la question aussi, quel jeu se met en place à ce niveau-là? Qu'est-ce que ça veut dire politiquement? Et c'est la seconde association qui a été validée par l'UNESCO. C'est-à-dire qu'en 2020, ouais, c'est en 2020, avant, non, je vous dirais une bêtise sur la date, mais c'est en 2020 que l'UNESCO vient distribuer ses diplômes de validation et elle les transmet à l'association validée par l'État vietnamien, par le parti. Ce qui dit beaucoup de la situation du culte encore aujourd'hui. Donc voilà. En plus, ah oui, et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, le temple du début dont je vous parle, il fait partie de l'ensemble des monuments de Hue qui est patrimonialisé. Donc on se retrouve avec une couche de patrimoine immatériel, patrimoine des bâtiments. Donc en fait, quand ils organisent des choses, faut à la fois qu'ils répondent à des chartes de gestion des monuments. Donc à tel endroit on peut plus faire brûler de papier votif parce que l'UNESCO a dit que c'est un endroit protégé. Donc on se retrouve avec des gens qui essayent de manœuvrer dans tout ça, qui essayent de gérer un culte très ancien face à une législation à la fois menée par une espèce d'entité qui est l'UNESCO, qui des fois ne sait pas très bien ce qui se passe non plus dans ce qu'elle patrimonialise, et le parti par contre qui a des moyens de contrôler du soft power concrètement sur ce culte-là. Ce qui je peux vous montrer aussi qui est très intéressant, que j'ai réussi à retrouver en fait en lien avec cette association, c'est que pour mes autorisations de terrain, pour faire rapidement, je suis passée par un centre de recherche qui est le centre de recherche de la culture du Vietnam, dont le directeur me fait mes papiers très rapidement et me dit mais Camille, il faut absolument que tu rencontres mon ancien prof de français parce que si tu as des questions pour traduire, parce que la langue à Hue, en plus, c'est pas le vietnamien normal, c'est comme si on apprenait le français au Québec, pour faire simple. Donc voilà, c'est particulier. Et du coup, il me dit voilà, si t'as besoin pour la traduction. Bon, je rencontre ce monsieur, très sympa, qui parle un français impeccable, qui me demande évidemment mon sujet de thèse. Et là, qui me dit mais alors ça c'est fou parce que ma mère, c'est l'ancienne présidente de l'association de médiums. Bon, les Vietnamiens diraient que c'est le destin. Et en fait, cette dame-là, elle était présidente pendant la période d'interdiction de 1975 à 2005, date de son décès. Et elle a gardé tous les documents liés à l'association. Donc j'ai à peu près 80 documents d'archives privées qui regroupent toutes les lettres qu'elle a pu envoyer au comité populaire pour demander la remise en place du culte, récupérer les bâtiments des temples qui avaient été réquisitionnés par le parti, ou souvent c'était des policiers, des choses comme ça qui avaient été mises dedans. Des comptes rendus de réunions, parce que l'association continuait de fonctionner, bon, évidemment pas officiellement, c'était des réunions cachées, mais on trouve des comptes rendus de réunions, des organisations de cérémonies cachées également, donc c'est vraiment incroyable. Celui que vous avez tout à droite pour vous, du coup, c'est un diplôme. En fait, les médiums avaient des diplômes à cette époque-là. On leur délivrait, machin. Vous êtes bien diplôme, vous faites bien partie de l'association. Donc c'est vraiment des documents assez. Quand je les ai vus, c'était assez incroyable. Il y a aussi des documents, en moins bon état, qui sont pas du tout exploitables. Donc ça, c'est dommage, mais ça fait partie du travail. Donc en fait, quand j'arrive en 2022, ça fait à peu près 10 ans que l'association refonctionne officiellement. Elle a récupéré son siège qui est donc situé que vous pouvez voir là, au 352 de la rue de Chilang, qui a un temple assez important. Et elle refonctionne, elle organise des cérémonies, elle accueille les médiums qui viennent de toute la province, du sud du Vietnam, d'ailleurs du centre du Vietnam, même de l'étranger, qui a été reprise donc par un nouveau président. Et donc c'est vraiment intéressant, ça permet de comprendre une organisation culturelle qui est unique, qui n'existe pas du tout ailleurs dans le pays. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est comment s'organisent les cérémonies, parce que les cérémonies, donc comme je vous l'ai dit, sont très bien décrites dans le nord du pays. Et en fait, quand on se rend compte quand on va à Hue, ça se déroule pas de la même manière du tout. Du tout, j'exagère. Il y a des étapes en plus, on va dire. Donc en fait, ces cérémonies-là, elles vont se passer en 3 temps de possession et non pas en 2. On va avoir
un premier temps où en fait ça va être le maître des offrandes de Taekwondo qui va venir qui est plutôt, en fait, c'est des gens qui sont. Bon, mon directeur de thèse a écrit un très bon mémoire là-dessus et dans son livre il en parle beaucoup. Ce sont des gens qui sont à la frontière un peu de toutes les religions au Vietnam et de toutes les pratiques culturelles où ils vont pouvoir passer du bouddhisme aux religions un peu plus liées à la possession, etc. Ils vont faire des offrandes. Donc là, par exemple, il va y avoir des offrandes à Bouddha, à certains esprits. C'est très large et c'est pour faire une espèce de pré-autorisation, pour faire simple, pour autoriser la cérémonie de possession. À Hue, ce qui est unique, c'est cette deuxième partie, que vous pouvez voir là, où en fait, c'est les esprits qui vont commencer à s'incarner uniquement dans certains membres de l'association, qui ont un certain statut, qui sont des grands maîtres, et qui, en fait, ces esprits-là vont compléter le premier travail et vont vraiment autoriser la cérémonie en notamment signant des papiers, etc., qui vont être brûlés après avec les autres papiers votifs, etc. Et ils peuvent... Bon, alors moi, je l'ai jamais vu, mais à ce moment-là, on peut avoir un refus de la part des esprits. On m'a dit que c'est déjà arrivé de faire la suite de la cérémonie. Et donc la troisième partie de la cérémonie, qui est donc vraiment les médiums qui sont à l'initiative de la cérémonie de possession, qui vont se mettre à pratiquer, avec particularité une fois de plus à Hue, c'est qu'on peut avoir plusieurs médiums. Moi j'en ai vu jusqu'à 8 ensemble incarner le même esprit en même temps. Chose aussi complètement unique, au Nord ça n'existe pas du tout. Donc on voit vraiment des spécificités culturelles, donc c'est vraiment important à mon sens de faire ce terrain-là aussi pour mettre en avant des pratiques qui sont en fait de manière contemporaine très peu documentées. Oui. Ce qui est important aussi au niveau de la documentation, c'est qu'on va remarquer des esprits qui n'existent pas au nord du pays, qui sont vraiment propres au centre. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est des esprits qui sont vraiment en lien avec les groupes minoritaires du Vietnam. Et ils sont mis en avant en tant que tels. Chose qui au nord, enfin moi j'ai jamais vu ça. Donc on va voir là, c'est Ngoc Binh par exemple qui mime. Ça c'est un monsieur dans sa légende. En fait, il aurait pêché la tête du roi dragon depuis sa barque. Se serait noyé parce qu'on ne peut pas pêcher la tête de ce roi évidemment, et serait revenu sous forme d'esprit. Et il est mimé de manière voilà comme un vieux monsieur bossu qui apporte pas mal de remèdes pour les médiums. Et ça, par exemple, ça c'est deuxième partie de cérémonie. Ça arrivera pas dans la troisième partie. On va avoir les esprits des forêts, donc eux qui sont vraiment, donc je vous parlais là, que je voulais vous montrer dans la vidéo, qui sont vraiment en lien avec les groupes minoritaires et qui sont dans le discours en fait des adeptes, c'est vraiment, ils ont une connaissance que eux, en tant que Vietnamiens, ils ont perdu au niveau des remèdes de la forêt, au niveau des choses comme ça. Donc c'est souvent des esprits qui vont donner, qui vont mâcher des plantes, qui vont voilà faire un ensemble de mixtures et donner aux gens qui assistent à la cérémonie pour divers mots et les guérir, etc. Donc ça, c'est des photos du festival donc de Hon Chien dont je vous parlais au début, que c'est un festival assez unique parce qu'en fait, il se passe sur l'eau. Si on suit le trajet là qu'on peut voir, en fait, ils vont partir du temple de Chi Lang au 352, suivre toute la rivière pour arriver au Huenam Hon Chien, faire une première partie de cérémonie, descendre après à Irkat, et donc tout ça sur des bateaux où en fait les bateaux, on a complètement recréé des espaces cultuels. Il y a vraiment tout l'ensemble de la statuaire, etc. Donc c'est un gros travail, c'est un gros investissement, ça coûte énormément d'argent. C'est vraiment une religion pour, c'est pas une religion pour des gens pauvres en fait. C'est vraiment une couche assez aisée de la société qui s'occupe de ça. Et ça dure 3 jours en été, donc au mois c'est lors du 8e mois lunaire, et plutôt du coup 3e mois lunaire, donc plutôt période de mars, ça dure que 2 jours en revanche. C'est un événement qui brasse pas mal de gens. Moi, je l'ai vu du coup en 2022, post-Covid. Bon, c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'aimerais bien retourner voir dans des conditions un peu plus normales parce que tout le monde me disait c'est quand même là c'est pas comme avant, les gens osent pas trop, ce qui est intéressant aussi, donc toujours à Hon Chien, donc ça c'est les palanquins qui permettent de transporter les divinités. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait on va avoir une relation particulière avec le pouvoir impérial. Comme je vous ai dit au début, c'est l'ancienne capitale impériale des enfants de Nguyen. Et en fait, il y a plein de liens qui sont vraiment évoqués. Moi, j'ai jamais demandé en fait aux gens, c'est eux qui l'évoquaient directement. Donc il y a le premier empereur vietnamien Yalong qui va en fait créer le temple de Hon Chien.
On va voir son fils Mingmang qui va rénover le temple, qui va vraiment être mis en avant de ce côté-là. Zuitan qui va être connu pour suivre des cérémonies. Dongheng qui est un des derniers aussi empereurs qui lui va carrément avoir sa figure dans le temple parce que il était un adepte hyper fervent. Donc il y a vraiment et Bao Dai évidemment qui valide la création de cette association. Donc il y a un lien au pouvoir qui est complètement différent et je pense qu'il façonne un peu le culte et ça se retrouve notamment sur les costumes. Les costumes sont décrits comme étant plus traditionnels et plus proches des costumes de cour. Quelque chose qu'on ne retrouve pas non plus au nord. Tout ça, oui, je vais conclure pour vous dire que en fait, étudier le culte des mères dans un contexte global et là, en fait, pas qu'au nord du Vietnam et donc au centre, c'est important parce que c'est donc un espace qui est peu étudié par les chercheurs occidentaux, qui se concentrent plutôt sur le nord, un petit peu sur le sud, mais plutôt sur le nord. Et étudier ce culte-là dans le centre du Vietnam, ça permet de le replacer dans un contexte national, tout en comprenant des pratiques locales peu étudiées. Et contrairement à ce que peut laisser entendre donc son inscription à l'UNESCO, selon le culte, il est loin d'être uniforme. On va retrouver plein de formes de pratiques en fonction de la localité qui sont différentes. Et on peut voir aussi qu'est-ce qui a été valorisé et privilégié par le gouvernement vietnamien, parce que les dossiers de l'UNESCO, c'est le gouvernement qui les valide. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un entretien avec le directeur de l'UNESCO à Hanoï. Bon, déjà, il savait même pas que ça faisait partie des choses reconnues par l'UNESCO, donc c'était assez drôle. Et quand je lui ai posé la question, mais en fait, pourquoi vous n'avez pas fait du terrain, pourquoi vous n'avez pas fait des recherches en dehors de la capitale et du Nord? Ils m'ont dit, mais ça, c'est les chercheurs vietnamiens, c'est le gouvernement qui aurait dû nous dire au moment du dépôt du dossier, ça existe ici, ça existe ici, ça existe ici, il faut étudier ces formes-là, etc. Donc, c'est vraiment mettre en parallèle les deux, c'est comprendre ce que veut le gouvernement vietnamien, qu'est-ce que ça peut leur apporter aussi, et ce qui existe aussi dans la réalité. Et donc, cette loupe patrimoniale, elle permet de comprendre en partie les mécanismes de contrôle, d'instrumentalisation et de mise en valeur des phénomènes religieux dans le Vietnam contemporain, qui ne passent plus par une interdiction directe et stricte du culte, mais par justement ce soft power. On peut aussi comprendre les dynamiques locales et interrégionales vietnamiennes, et l'étude de ces dynamiques à AUE permet de confirmer que le Vietnam, c'est un pays uni, certes, mais qui reste hétérogène avec des particularités et des revendications locales fortes. Voilà, je vous remercie. Je peux me permettre deux questions rapides. Bien sûr. Mineures. La première, est-ce qu'il existerait l'équivalent de choses de rapprochant en Chine? C'est la question que je me pose, que je cherche justement, parce que en fait, la grande théorie souvent qui a été appliquée, c'est que là, cette forme de culte-là, elle viendrait plutôt des Cham. Ce serait au nord, on va dire non, parce que bon, c'est politiquement pas correct. Et je me demande si en Chine, il n'y aurait pas pu avoir une influence aussi justement de ces cultes de possession qui existent aussi en Chine. Pour le moment, j'ai rien trouvé tout à fait semblable, mais c'est vrai que l'organisation déjà hiérarchique rappelle quand même une organisation un peu taoïste. Bon, après, il y a eu 1000 ans de domination chinoise aussi, donc mais c'est quelque chose que j'aimerais bien trouver à mettre en parallèle. Ça mériterait un terrain en Chine, mais bon, ça c'est un autre problème. Et la deuxième question, c'est anecdotique, mais est-ce que parmi les petits princes du culte, il y a Tran Honda, le vainqueur des Mongols au XIIIe? Alors, Chang Dao, il a un culte, en fait, quand on regarde des archives, à la base, le culte des mères et le culte de Chang Dao étaient vraiment séparés. Le culte de Chang Dao est beaucoup plus violent, il va y avoir du perçage de joues, il va y avoir de la langue coupée, c'est assez, faut être bien accroché. Et c'était vraiment, moi, de ce que j'ai pu lire au niveau historique, c'était vraiment séparé. Et en fait, ces dernières années, on voit qu'il y a une espèce de mix des deux cultes. Et alors, oui, je l'ai pas vu. Dans le Nord, par contre, ils incarnent Chang Dao. Ils vont même, moi, j'ai assisté à une cérémonie à Nam Dinh justement, où c'était assez drôle. C'était une médium américaine qui avait fait le déplacement, qui suivait un des plus grands maîtres de Hanoï, qui est très connu. Et qui en fait a fait un culte pour toute la famille une cérémonie pour toute la famille de Chang Dao, sa femme, son fils, donc c'est très 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 important. Et dernier point, est-ce qu'il existe à votre connaissance aujourd'hui, parce que pendant les années sombres, la diaspora vietnamienne était cristallisée sur et préservée un peu. Maintenant, c'est peut-être plus compliqué. Existe-t-il cette forme de culte, une forme approchante en France ou ailleurs hors Vietnam? Alors, ça existe aux États-Unis. Il y a plusieurs. Il y a Nguyen Thi, non, comment elle s'appelle,
je vais dire une bêtise, qui a écrit un article avec j'ai mangé leur nom à toutes les deux, c'est pas possible. Mais en tout cas, Los Angeles, oui, ça existe. Ça, ils ont fait un terrain toutes les deux, donc c'est forcément transformé. Et en France, ça existait à Sainte-Livrade. Il y a les Baroux, en fait, qui ont fait un film notamment dessus. Est-ce que ça existe encore? Moi, on m'a dit que oui. Oui, Pierre Simon, oui, pas les Barreaux, c'est Simon Barreau. Simon Barou, ouais. Qui ont qui avait fait un bouquin en 60. C'est ça. Et il y a un film aussi. Le film est super d'ailleurs, qu'ils ont filmé à Sainte-Livrade. Et moi, j'ai des amis vietnamiens qui m'ont dit que ça existait, mais c'était d'ailleurs une de mes pistes de recherche si je pouvais pas retourner au Vietnam. J'ai assisté à une séance. Ben, 82. En France. En France, c'était alors puis des mères, c'était que des femmes. Il n'y avait pas de pratiquement les médiums étaient que des femmes. Ça aussi, c'est une transformation un peu contemporaine. Avant, c'était surtout des femmes. Et justement, dans cette séparation de Chiang Dao, on avait plutôt les hommes et les femmes. Et maintenant, on a tendance à dire que les meilleurs médiums, c'est les hommes. Et un peu cet espace qui était réservé aux femmes devient un espace mixte où elles retrouvent une place des fois un peu difficile. C'est-à-dire que votre connaissance, le culte, c'est pas transmis dans la diaspora, en fait. Je pense que si, c'est transmis. Si, je pense qu'il s'est transmis parce que je sais que par exemple à Noyon d'Allier, ils avaient fait l'année France-Vietnam, ils avaient fait venir un groupe qui faisait. C'est un centre d'accueil des réfugiés indochinois. C'est ça, c'est comme le camp de Sainte-Livrade, mais version dans l'Allier quoi. Et ils avaient fait venir une troupe, mais je sais pas si c'est une troupe. C'est toujours, moi je l'ai pas vu. Est-ce que c'était un spectacle? Parce que ça, je vous en ai pas parlé du tout aussi, mais il y a aujourd'hui des spectacles de Landong qui sont faits et montés au Vietnam, ou ça peut être dans la rue, dans des théâtres. Mais si quand j'y étais là en août dernier, ils ont fait un spectacle pour la conférence à laquelle j'étais allée participer avec des médiums. C'était assez marrant d'ailleurs parce qu'elle parlait en vietnamien, elle présentait les gens, elle disait bien le médium tel va incarner tel esprit. Et la personne qui traduisait en anglais, qui était du gouvernement, traduisait par l'artiste nanin va faire. Donc voilà, dire que ça existe en France, comment ça s'est il y aurait un gros travail de recherche, c'était voilà aussi des idées de postdoc, des choses comme ça qui je pense seraient très intéressants à mener là-dessus.